On va voir un petit peu Bloodhound. On a la machine, notre serveur de rebond qui répond. Donc techniquement, c'est quoi Bloodhound? C'est un repo GitHub et on va voir un petit peu comment l'installer et surtout quelles sont les composantes. Alors techniquement, on a Linkurious compilé avec Electron. On a Neo4j qui est la base de données qui va fournir en fait, pour fetcher hein, les données, pour les récupérer, pour les parser, on a un data collector en C Sharp hein, qui s'appelle Sharpound. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va venir ingérer les données via Neo4j. Hein, Neo4j qui est une très bonne, un très bon outil. On s'en sert en journalisme, on s'en sert techniquement dès que vous avez besoin de tirer des graphes, d'accord? Alors ça peut être pour faire beaucoup de choses, hein, du renseignement, du machine learning, faire de l'heuristique, faire de l'intelligence, intelligence économique, intelligence tout court, pour voir les différents acteurs en présence. C'est vraiment utilisé partout, partout, partout. Je vous disais en journalisme, par eBay, par Meredith, par la NASA. Ça va vous permettre de faire le taf et de le faire très vite et très bien. Hein. C'est Neo4j, c'est vraiment un puissant outil qu'il faudra maîtriser. Donc là, l'avantage qu'on a, c'est que tout est géré pour nous, comme vous le savez, hein, puisque, bah, encore une fois, quand vous vous intéressez à des bases de données et à du graphe relationnel, ou des bases de données orientées graphes même, plus que ça, hein, puisque Neo4j a ce qu'on appelle AuraDB, hein, et AuraDB, bah, c'est justement ça, ça permet de construire des applications intelligentes et de faire du data science, hein, comme on dit en anglais, et de définir soit des modèles prédictifs, soit ce qu'on appelle des flux de travail analytiques, hein, ce qu'on appelle analyticals ou analytics workflow. Donc c'est utilisé un peu partout, hein, c'est de l'acide, je vous en avais déjà parlé en base de données, et surtout bah, c'est vachement, comme disent on peut l'adapter à toutes les infras, d'accord? Et ça permet de faire du provisioning, de l'upgrade et des backups de façon automatisée. Donc c'est pour ça que Neo4j est utilisé. Un exemple récent, vous avez entendu sûrement parler il y a quelques années des Panama Papers. Bah, les Panama Papers, justement, pour pouvoir représenter hein, de façon objective visuelle tous les leaks des Panama Papers, le consortium hein, de journalistes ICIJ s'est servi notamment de Neo4j. D'accord? Voilà, la ville de Zurich, il y en a beaucoup, hein. Je vous mettrai les liens, allez voir. Donc techniquement, ça c'est cool, mais nous on parle de Bloodhound, on parle pas de Neo4j, d'accord? Même si tu as bien compris que, en fait, sans la base de données, on va pas pouvoir aller très loin. Donc techniquement, on va utiliser la théorie des graphes, hein. Je vous en parle souvent, je vous ai dit que il faut vous intéresser à ça, hein, même si c'est extrêmement complexe, au moins comprendre la théorie sans être des matheux, hein, et travailler sur les algos, mais comprendre hein, le concept de la théorie des graphes, puisque je vous disais du renseignement opérationnel à l'intelligence, intelligence de menace, intelligence économique, intelligence industrielle. On va pouvoir représenter des acteurs en présence, on va pouvoir récupérer un paquet d'informations avec Maltego, et tout est basé sur la théorie des graphes. Eh ben, Bloodhound n'est pas exempt de tout ça, d'accord? C'est exactement ça, c'est comment gérer ce qu'on appelle l'attack path management, d'accord? Ça va nous donner une solution et mapper le réseau, quantifier les différents chemins d'attaque, et si jamais il y a 1 million de possibilités d'attaquer le contrôleur de domaine de façon différente, même s'il y a 1 milliard de chemins pour rebondir au sein d'une grosse entreprise, en fonction de l'architecture, en fonction des besoins de l'attaquant, qu'est-ce que va faire Bloodhound? Il va nous aider et il va éliminer toutes les escalades et les chemins d'attaque qui sont complexes. Il va aller à l'essentiel. Il va nous trouver le chemin le plus facile, le plus avec le plus de chance et avec toutes les techniques qu'on pourra utiliser pour y parvenir. Donc grosso modo, c'est comme quand vous êtes sur un territoire, vous allez mapper le territoire pour mieux le comprendre, voir les points de fracture, euh, les forces, les faiblesses, pour mieux comprendre hein, comment attaquer, comment, je vous disais, j'ai fait du tourisme,
on nous apprenait à regarder une carte, on nous apprenait à regarder des vidéos, une image, à nous balader sur un territoire. Et en tourisme, on nous disait maintenant, qu'est-ce que tu vois? Hein. Ah bah, il fallait dire, bah écoute, cette rivière-là, je sais qu'elle est classée. D'accord? On va pouvoir l'exploiter, on pourrait développer le tourisme là. D'accord? Là, il y a un pont, il date de l'époque gréco-romaine. Hein. On va, pareil, le mettre en valeur, on va essayer de reviabiliser tout ça, et il y aura peut-être des associations qui vont nous aider. On va trouver les fonds, hein, pour allouer tout ça et pour revitaliser, c'était le mot à la mode à l'époque, notre, ce qu'on appelle le patrimoine vernaculaire, hein, c'est-à-dire toutes les richesses euh, historiques et culturelles de notre pays, qu'est la France. Alors tu vas me dire, ouais, mais c'est quoi ce délire? Ça le manque. Moi, je m'en fous que t'aies fait du tourisme. C'est quoi le délire? Ben, je t'ai dit, ça, on m'a appris ça. Et après, j'ai vu que dans le secteur militaire, tu peux avoir cette même vision. D'accord? Tu vas pas chercher quoi? À exploiter des atouts, hein, que je t'ai dit de ton patrimoine vernaculaire, historique. Tu vas essayer d'exploiter quoi? Des forces et des faiblesses de ton territoire. Si tu dois le défendre, d'accord? Ou sur un autre théâtre d'opération, si tu es en OPEX, en opération extérieure, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas essayer de pénétrer au plus profond de l'ennemi, d'accord? Donc ça demande également avoir cet esprit critique et analytique pour analyser le champ de bataille, analyser les espaces, d'accord? Par lesquels tu vas passer. Je t'ai dit, la représentation d'un champ de bataille, nous, le cyberespace est également un espace de champ de bataille, hein, puisqu'il peut être militarisé. Je vous parle tout le temps de la cyberguerre, mais comprenez bien qu'il y a peut-être pas ce principe de trois dimensions, mais c'est un espace aussi vaste que l'espace que vous connaissez, hein, que vos yeux, vos cerveaux peut comprendre. D'accord? On a la représentation 3D des objets qui nous entourent. C'est ce qui crée notre réalité. D'accord? Cette réalité, ça peut être exploité des atouts dans le patrimoine. Cette réalité, ça peut être comment protéger ou attaquer, hein, si je suis sur un champ de bataille. Et nous, en tant qu'attaquants dans le cyberespace, ça peut être quoi? Eh ben, ça peut être trouver des voies les plus faciles pour attaquer et trouver les faiblesses, les points de fracture, je vous disais, les forces d'un système pour pouvoir le hacker. Hein, c'est le principe du hacking. Je vais analyser la surface d'attaque, je vais analyser l'environnement, l'écosystème, les solutions qui sont mises en place pour trouver le meilleur moyen de le pirater. D'accord? Bloodhound va mapper pour nous le réseau Active Directory, va énumérer, et c'est aujourd'hui un outil extrêmement puissant, hein, toujours utilisé. Il existe depuis 2016, mais c'est un outil dont on ne peut pas se passer quand on fait des engagements en rouge sur de l'Active Directory. Alors, on a Bloodhound 4.1.1, c'est la dernière. On va voir comment l'installer, hein. Peut-être qu'il est préinstallé sur Kali. Je vais vérifier. Apt install Bloodhound. Je vais récupérer aussi bah, Ladybug Simba, ça pourra me servir plus tard. En termes logiciels, en termes de programmation, on a à la fois le PowerShell et le C. D'accord? La C Sharp, puisque Charbin fonctionne en C Sharp. D'accord? Voilà, ça peut être pas mal. 400 MO. Donc sinon, qu'est-ce que vous avez? Bah, vous avez toutes les ressources, les assets, hein, comme on dit aujourd'hui, sur le GitHub. D'accord? Donc vous voyez qu'il nous installe Neo4j, il nous installe ce qu'il faut. Je autant récupérer les paquets qui sont installés à votre distribution. Kali doit avoir sûrement les paquets. Allez voir jeter un petit coup d'œil. En tout cas, Parrot, là, il me télécharge. Vous voyez l'archive qui fait 110 MO. C'est exactement la taille de l'archive sur le repo GitHub. Donc, voilà, encore une fois, toujours plusieurs façons de faire. Vous pouvez l'installer à partir du repo GitHub. Je vous laisserai aller regarder les, euh, les instructions, ou vous pouvez télécharger tout ça directement via les paquets. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a trois composantes dans Bloodhound, hein. Je vous ai parlé un petit peu de l'histoire, du temps mais aussi les attaquants, et prendre le dessus, un avantage, un technique,
et opérationnel, et puis aussi temporel, hein, puisque ça va nous faire gagner un temps fou, hein. Le meilleur exemple, c'est Microsoft qui a intégré sa propre version de Bloodhound dans l'Advanced Threat Protection, ATP, d'accord? Petit jeu de mots. Et encore une fois, hein, comme on dit, les défenseurs pensent en liste, hein, vous savez ce qu'est une liste en programmation, les attaquants, eux, pensent via les graphiques, d'accord? Tout est graphe et vous devez structurer en fait la donnée grâce au graphe. Et maintenant, c'est même utilisé en défense, hein. Vous savez très bien que la théorie des graphes est extrêmement puissante pour mettre en valeur, en exergue, en fait, des choses que vous avez en base de données, mais la base de données n'était pas visuelle avant, elle était relationnelle. Maintenant, comment on peut visualiser les relations, et c'est ce qui est le plus puissant, ce qui est utilisé dans le monde du renseignement, mais depuis plus de 40 ans, 50 ans, d'accord? Et maintenant, c'est appliqué bah, au monde de la cybersécurité, d'accord? Si je connais tous ces nœuds interconnectés, je peux visualiser l'environnement AD dans un format graphique, et ça me fera kiffer. Et je vous disais, Bloodhound, ça va permettre aux attaquants et aux défenseurs de visualiser l'environnement AD dans un format graphique avec des nœuds interconnectés. Chaque connexion est un chemin possible qui pourrait être exploité pour atteindre un objectif. D'accord? En revanche, les défenseurs utilisent des listes comme une liste d'administration ou d'administrateurs de domaine ou une liste de tous les autres de l'environnement. On a vu que tout était objet dans l'Active Directory. Donc cette pensée basée sur des graphiques a ouvert un nouveau monde aux attaquants. Il a permis une attaque en deux étapes. Dans un premier temps, les attaquants effectuent des attaques de phishing pour obtenir une entrée, un gain d'accès initial, permettant d'énumérer les informations de l'Active Directory. Et cette charge utile initiale est généralement incroyablement bruyante. D'accord? Et si elle est détectée, elle est contenue par l'équipe bleue avant que les attaquants ne puissent effectuer des actions telles que l'exfiltration des données énumérées, ça va bousiller notre attaque. Par contre, les attaquants peuvent quoi? Plutôt que faire cette attaque en ligne, qui est extrêmement quoi? Chronophage, qui est pas du tout furtive, qui va générer beaucoup de bruit, beaucoup d'événements et beaucoup de bandes passantes. D'accord? Donc, encore une fois, de parfaits indicateurs de compromission des IOCs si on parle un peu du côté bleu. D'accord? Des équipes bleues. Mais les attaquants, l'avantage c'est quoi? C'est qu'ils peuvent désormais utiliser ces données hors ligne pour créer un chemin d'attaque au format graphique qui va montrer les étapes et les sauts, les pivots requis au niveau du réseau. En utilisant ces informations au cours de la deuxième campagne de phishing, les attaquants vont pouvoir à nouveau s'introduire et atteindre leur objectif, cette fois-ci en quelques minutes. D'accord? Et parfois sans aucune violation qui soit détectée. Pourquoi? Parce qu'on aura mappé, et c'est exactement, je vous fais des métaphores guerrières, mais c'est pareil. Quand tu te lances, tu fais une invasion d'un pays, tu as un travail de renseignement, tu vas envoyer tes scouts, tu vas envoyer hein, des agents faire du renseignement, d'accord? Pour savoir quelles sont les faiblesses de l'ennemi, d'accord? Pour disperser ce qu'on appelle le brouillard de guerre, hein, le fog of war, comme on dit dans le jargon. Donc c'est pareil, tu dois connaître ton point d'entrée, tu dois avoir un plan A, un plan B, un plan C, un plan D si ça foire. Tu dois avoir un plan d'infiltration, tu dois avoir un plan d'exfiltration. D'accord? Pensez que ouais, c'est martial, c'est militaire. Mais si vous voulez faire de bons hacking, faire de bons pen tests, il faut, c'est ce qu'on m'a appris, hein, à être justement avec cette vision un peu spartiate, hein. Et il y a de bonnes choses dans le monde militaire, et je pense que justement ce fait de répéter, je vous disais, le drill, et d'analyser les tactiques, les techniques, les procédures, le complexe militaro-industriel le fait, hein, les armées le font également. Je pense que ouais, c'est le principe du red teaming, le vrai red teaming, hein, je développerai encore, mais c'est des militaires qui ont appris toutes ces techniques et qui maintenant viennent les utiliser dans le monde civil. D'accord? Comment on peut profiter des formations qu'on a eues dans l'armée pour les mettre en adéquation dans le monde civil et avoir, comment dire, ces processus mentaux, hein, ces tactiques, ces techniques, ces procédures, hein. Comme dit AT, qui est un ancien pilote de chasse, bah voilà, c'est ça. Hein, c'est ce principe dans l'armée de l'air, on a le pilotage d'un avion en situation incidentelle.
eh ben, on a besoin de résoudre un problème technique, d'accord? On a Aviate, Navigate, Communicate, d'accord? On doit voler, naviguer, communiquer, d'accord? Nous, on vole sous les radars, en territoire ennemi. On doit naviguer, donc je dois connaître exactement, comme un pilote de chasse, je dois savoir mes points, mes waypoints, mes chemins que je vais accéder, d'accord? Je dois connaître mes charges utiles. Un aviateur, ses charges utiles, elles sont sous les ailes. D'accord? Nous, nos charges utiles, c'est nos payloads qu'on va militariser, qu'on va s'en servir pour attaquer. D'accord? Une charge utile peut être militarisée. D'accord? Une charge utile, ça peut être un bidon sous les ailes d'un avion qui va lui donner du kérosène. Une charge utile peut être militarisée, ça va être un missile. Tu l'as compris. D'accord? Je te fais tout le temps ces analogies, mais parce qu'elles sont pertinentes. D'accord? Le cyberespace est aussi, qu'on le veuille ou non, un champ de bataille. D'accord? Donc voilà comme ça. Et plus tu te prendras au jeu, plus tu auras ce sérieux, plus tu te donneras les capacités d'apprendre et un haut degré de compétence, de technicité, d'exigence. D'accord? Si tu as cette exigence envers toi-même, eh ben ça va se refléter concrètement sur les tactiques, les techniques et les procédures que tu utilises. D'accord? Donc le fait de répéter, tu vas t'améliorer avec le temps. Mais inspire-toi des meilleurs. D'accord? Et moi, les meilleurs que j'ai vus, bah, c'était des gars brillants, ouais, qui avaient cette logique-là. Et j'ai compris la puissance, d'accord? Puisque qu'est-ce qui fait la victoire entre deux armées? Eh ben, c'est son niveau de technicité, euh, le fait d'avoir répété, répété, répété les procédures, hein, les TTP, comme on dit dans l'armée, et encore une fois, le niveau d'exigence qu'elle se donne à elle-même, hein. C'est pour ça qu'une armée de conscrits ou une armée professionnelle, ça n'a rien à voir. Assez blablaté, on a notre outil, on va revenir sur notre pool de serveurs d'Active Directory et c'est ce principe. Maintenant, on va mapper, réaliser tout ça. Ça va se faire encore plus rapide et l'équipe bleue aura même pas le temps de détecter sa première alerte. On sera déjà passé à l'attaque et on aura atteint notre objectif. On sera exfiltré, d'accord, du territoire ennemi. Je vous fais tout le temps des métaphores. Comprenez bien que c'est un jeu de guerre, c'est un wargame, d'accord? Rouge attaque, bleu défend. Kriegspiel, je vous ai expliqué tout ça dans mes cours de Red Teaming. C'est un jeu, mais c'est un jeu qu'il faut prendre au sérieux. D'accord? Sinon, vous serez pas sérieux, les techniques que vous utiliserez sont pas sérieuses, et prenez-vous au jeu, hein. Un CTF, c'est un jeu. Amusez-vous, mais apprenez. D'accord? Et le meilleur moyen d'apprendre, c'est en s'amusant. Sinon, tu te fais chier dans la vie. D'accord? Et c'est ma philosophie, vous le savez. Il faut toujours s'amuser. Même un sujet complexe, tu peux faire de l'humour vaseux, comme je le fais, des petites blagues pour détendre l'atmosphère et parler de choses très complexes en vulgarisant pour déjà donner les bases, hein, défraîchir le terrain. Et après, à vous d'aller creuser. Bien sûr, c'est pas avec quelques vidéos de saltimbanque que tu vas devenir un crack. Par contre, ça te donnera peut-être des prismes de lecture, de nouveaux axes à creuser, et ça, tu le feras sur ton temps libre. D'accord? Donc là, encore une fois, je ferai d'autres vidéos sur Bloodhound. Malheureusement, je peux pas t'apprendre en quelques minutes à utiliser Bloodhound parfaitement. C'est un outil extrêmement complexe, mais on va voir déjà comment ça fonctionne et la différence entre Bloodhound, hein, parce que les gens confondent. Alors, Sharphound, Sharp, comme si Sharp, ok? Et Hound, on reste sur les chiens. Bloodhound, Sharphound, d'accord? Alors, en fait, les gens interchangent, hein. Ils se disent tout le temps Bloodhound, Sharphound, c'est pareil. Non, c'est pas tout à fait la même chose. Il faut être précis, d'accord? Sharphound, c'est l'outil d'énumération de Bloodhound. Il est utilisé pour énumérer les informations de l'Active Directory qui peuvent ensuite être affichées visuellement dans Bloodhound, hein. Bloodhound, c'est l'interface graphique réelle qui est utilisée pour afficher les graphiques d'attaque Active Directory grâce à notre base Neo4j. D'accord? Donc, par conséquent, nous devons apprendre à utiliser Sharphound pour énumérer l'Active Directory avant de pouvoir regarder les résultats visuellement en utilisant Bloodhound. Alors, trois collectionneurs, hein, les collecteurs, on les appelle aussi. Donc, on a Sharp .ps1, hein, donc ça, c'est du PowerShell, script PowerShell, d'accord?
mais la dernière version de Sharpbound a cessé de publier la version en PowerShell. Hein, je vous disais, il y a deux composantes en programmation. On se sert du PowerShell parce que moi je suis de la vieille école et il y a du C Sharp. D'accord? Cette version est bonne à utiliser avec les RAT, hein, car le script peut être chargé directement en mémoire, évitant les analyses antivirus sur le disque. On fait du fileless. Donc moi j'aime bien aussi avoir encore cette composante sous la main. Mais on a maintenant quoi? Un exe, d'accord? On a un binaire, une version exécutable de Windows pour exécuter Sharp. Il faudra apprendre, tu l'as compris, à la rendre FUD. Et ensuite, on a azurehound.ps1 hein, que vous retrouverez sur le repo. Et vous l'avez compris, là, on se focalise uniquement sur les solutions cloud. Et c'est pareil, ça va nous permettre, quand on fait du pentest sur le cloud, de mapper et de savoir comment on va attaquer les serveurs en bare metal. Hein. Donc, généralement, il y a des hyperviseurs, c'est pas la même architecture, d'accord? Donc on va pouvoir exécuter des instances Sharp pour Azure, hein, le Microsoft Cloud Computing Services, pour ceux qui connaissent un peu, et Bloodhound va ingérer des données énumérées à partir d'Azure pour trouver encore une fois des chemins d'attaque qui sont liés à l'Azure Identity and Access Management, hein, la IAM, d'accord? Lors de l'utilisation, lors d'une évaluation, il y a de fortes chances que ces fichiers soient détectés comme des logiciels malveillants et déclenchent une alerte de l'équipe bleue, hein. Encore une fois, c'est un entraînement. Là, la machine Windows n'est pas jointe à un domaine qui peut nous aider, mais on va utiliser encore une fois la technique qu'on a vue Renaz pour injecter des informations d'identification AD et faire pointer Sharpbound vers un contrôleur de domaine, hein. On contrôle la machine Windows, on peut soit désactiver l'AV, soit créer des exceptions dans les fichiers ou des dossiers spécifiques. Mais voilà, si vous avez quelques notions en PowerShell et en offuscation, vous pourrez facilement reprendre ces travaux et améliorer le script pour qu'il soit totalement fait. Sinon, on a Exocet et Mortar, hein, que je vous conseille, qui doit être sur le Discord, que vous retrouverez sur GitHub avec un peu de recherche. Le but, c'est d'injecter, utiliser du shellcode, ok, pour faire des bypass, faire du process following. On a diverses techniques dont je vous avais déjà parlé. Donc je vous mettrai le manuel, hein, qui est assez complet. On a le Bloodhound Read the Doc, hein, donc lisez la documentation. Il n'y a pas de secret, hein, puisque bah, c'est assez complexe. Là, ça paraît simple comme ça, mais je peux vous assurer que vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Voilà. Hein, ça peut prendre du temps et il n'est pas rare que vous mettiez des heures, hein, à mapper le réseau d'une entreprise. Donc encore une fois, euh, c'est une attaque qu'il faut savoir bien gérer parce que elle est loin d'être furtive et il faudra savoir quoi faire, quoi prendre, parce que si vous prenez tout, ça va prendre trop de temps et vous allez vous faire dégager du système. D'accord? Donc voilà, vous avez les tactiques, les techniques, procédures associées, hein. Et puis, bah, je vous disais, le RPC hein, peut être militarisé, le LDAP. C'est vraiment le DCOM, le PS Remote, tout la vidéo que je vous ai fait précédemment, ça c'est vraiment des méthodes de collection, comme on les appelle, que vous devez parfaitement maîtriser, hein. Les GPO Local Group, le Trust, le Container, les groupes, les ACL, les Object Props, le SPN, Simple Name, euh, le Local Admin, RDP, DCOM, PS Remote Session et Logged On. Donc voilà, hein, je vous mettrai tout ça à aller chercher, à aller lire, surtout tout ça, hein, puisque ça, personne ne peut le faire à votre place, et vous avez tout là, d'accord? Et je referai des cours, de toute façon, on reverra les bases un peu plus en détail, d'accord? Alors, de quoi m'authentifier sur le serveur, et on va reprendre et voir comment on peut lancer tout ça. C'est comme dans la vie, c'est pas un sprint. La vie, c'est une course de fond. D'accord? La cybersécurité, c'est pas un sprint. C'est une course de fond. Il va vous falloir de l'endurance. Donc, vous voulez aller trop vite, vous allez voir que vous allez vous mâchez parfois le travail, vous allez survoler, et c'est jamais bon de survoler des choses qui sont extrêmement complexes. D'accord? Donc là, encore une fois, c'est des procédures simples, des tactiques simples, des techniques simples.
mais c'est pour voir comment ça fonctionne. D'accord? Tu sais très bien que dans une opération euh, réelle, hein, on aura beaucoup plus de contraintes. Il faudra affiner nos tactiques, nos techniques, nos procédures. C'est un entraînement, vous êtes sur YouTube. Vous n'êtes pas en train de mener la cyberguerre dans le cyberespace. Vous l'avez compris. Et j'en serai incapable avec mon petit cerveau. D'accord? Donc, voyez, on revoit les bases. Donc là, je suis arrivé, je me suis connecté en SSH. Qu'est-ce que je peux faire? Bon, à la racine, il doit y avoir un truc qui s'appelle Tools, et dans Tools, on a un chapeau. Je peux copier, hein, comme je pourrais l'utiliser là directement, mais je peux lui dire quoi? Écoute, dans Tools, tu vas me récupérer Sharp, pardon, je vais arriver, Sharp, il y a de la latence, Sharp, donc tu vas me récupérer sharp1.exe et utiliser la syntaxe, hein, qu'on utilise également sous Linux. Vous pouvez taper quoi? C, deux points, user, Catherine Dixon, blablabla, blablabla. Mais ça, on sait. Hop. Sauf on intervertit, on n'est pas sous Linux. Je vais lui dire, tu me le copies dans Documents. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu vas dans ce répertoire, tu me copies l'exé, le binaire, et tu me le mets dans les documents de quoi? De Catherine Dick. Et Zero File Copied, il n'est pas content. Donc j'ai dû faire une boulette quelque part, il y a une majuscule. Zéro fichier copié, toujours pas. Peut-être c'est parce qu'on est sous DOS. On va repartir en PowerShell et on va lui demander la copie. Et là, le copie devient en jaune. Ça a l'air déjà un petit peu plus intéressant. Donc pourquoi je te disais le tile? Le tile, c'est ton home-dir. Alors c'est quoi le home-dir? Bah, je vais à la racine, je suis en route. Là-dedans, j'ai quoi? J'ai users. Ok. Ça m'aurait évité de taper quoi? Bah, moi, je suis qui à la base? Je suis Catherine. Ok, document, et vous voyez que ça a tapé directement, on a copié Sharpin. D'accord? Donc encore une fois, vous voyez que certaines commandes passent pas en DOS, il suffit de passer en PowerShell, et là, on est bien. Donc tu vois tout ce que je viens de taper, encore une fois, c'est pour les néophytes, que vous compreniez bien. Tu as vu, j'aurais pu tout faire d'un coup. Là, je l'ai fait combien? En 3 fois. D'accord? Qu'est-ce que je sous-entends par là? C'est que tu peux tout à fait faire ça. C'est tout à fait possible. Je te montre. Si tu débutes en ligne de commande. D'accord? Je peux faire quoi? Je peux faire CD. D'accord? Ça passe. J'arrive au même endroit. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai fait un CD user, j'ai fait un CD Catherine Dixon, j'ai fait un CD document. Tu vois que c'est beaucoup plus court. Mais pense à utiliser les alias, hein. Un alias que tu peux utiliser, c'est dire CD. Moi, je sais que je suis Catherine Dickinson. Je me prends pas la tête, je lui mets quoi? Je lui mets la vaguelette, la taille, et je lui dis, dans mon home dir, tu vas aller dans Documents. Et là, tu vois que si tu fais pas de copier-coller, c'est quand même beaucoup plus simple. D'accord? Tu peux utiliser cette même syntaxe sous Linux. Sauf que sous Linux, contrairement à quoi? Ça, c'est du Linux, d'accord? Ça, c'est du Linux, en fonction de comment tu te balades dans les arborescences. Ça, par contre, c'est quoi? Bah, c'est du Windows, d'accord? Donc n'oublie pas, hein, entre le slash et anti-slash, parce que c'est l'erreur qu'on fait quand on jongle trop souvent entre Windows et Linux, d'accord? Donc nous, on est sous quoi? On est sous Windows. Vous voyez que c'est des anti-slash, c'est pas des slash. Donc là, je me retrouve au même endroit. Mais il y a toujours plusieurs façons de faire. D'accord? Donc je t'ai parlé un petit peu des collections, des méthodes de collecte, on va dire plus simplement. Là, on n'a pas besoin de faire du FUD, on va pas se casser la tête. Je pourrais utiliser le run as, on va voir si ça passe, hein. Donc je peux faire de l'autocomplétion en théorie. Non, il n'est pas content. Donc comment je peux dire en PowerShell que je veux travailler dans le répertoire courant, comme sous Linux. Sous Linux, point. Sous PowerShell, point. Là, je suis dans le répertoire courant. Donc implicitement, je dis à mon shell, écoute, je suis dans cet endroit-là, et dans cet endroit-là, je voudrais que tu me lances sharpand.exe. Alors, sous Linux, ça sera cette syntaxe, sharp. Alors, il n'y a pas d'exe, hein, sous Linux, mais vous avez compris ce que je veux vous dire. Ça, c'est en bash.
En PowerShell, c'est l'inverse. Exactement ce que je te disais. D'accord? Donc cette syntaxe, il ne faut pas qu'elle te choque. Surtout quand tu seras en quoi? Quand tu seras en PowerShell. D'accord? Puisque par défaut, PowerShell, tu lui dis lance sharpound.exe, il va dire moi je comprends pas ce que tu veux faire. Il faut que tu lui précises que tu travailles dans le répertoire courant, tu as ton séparateur, c'est un anti-slash, et tu lui donnes le nom du fichier que tu veux exécuter. Ah, là il comprend. D'accord? Donc je shoot parce qu'on va lui donner plus d'arguments. D'accord? Après, on a ce qu'on appelle des flags. Hein. Les flags, c'est en gros les paramètres qu'on va lui donner. Alors, qu'est-ce que je peux lui dire? On a vu qu'on a les méthodes de collection. En anglais, c'est du collect methods. Hein. Tu te rappelles que en PowerShell, tu as ce principe de camel case. Camel case, c'est comme le chameau. Le chameau, il a des bosses. Il a toujours des bosses sur quoi? Sur la première lettre. D'accord? Collect, c'est un verbe. Première lettre, le C en majuscule. Méthode, c'est un nom. C'est une méthode en programmation. Et le M est en majuscule. D'accord? Donc tu seras toujours en camel case. Et je lui mets la valeur. D'accord? La valeur, pareil. Le A, all, il sera en majuscule. D'accord? Attention quand vous débutez en PowerShell. Ça peut être un peu déroutant. Domaine, qu'est-ce que je lui dis? Ben, on l'a vu, on travaille depuis les trois précédentes vidéos que je vous ai faites. On travaille sur TryAcme. Je fais des fautes, je me distrais.com et on va faire un exclude DTS. D'accord? Alors, je vous ai dit, on va essayer d'être un peu plus discret, hein, même s'il faudrait rendre FUD en l'état notre charge utile. On va l'exclude DCS, comme je vous le disais tout à l'heure, va nous permettre justement d'être un petit peu plus furtif et de lui demander d'exclure tout simplement les contrôleurs de domaine. DC, contrôleur de domaine, d'accord? Domain controller en anglais. Donc là, ça va prendre 1 minute. On va rigoler. Dans la vraie vie, vous pourriez mettre dans les grandes organisations plus de temps. C'est-à-dire 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Hein, la première fois que vous allez exécuter cette opération. D'accord? Une fois que vous allez terminer, vous avez quoi? On l'a vu un petit peu plus en haut. Il va gentiment nous générer un fichier zip, hein, que je vais vous montrer par la suite. Et on va pouvoir s'en servir, le monter dans Neo 4G. D'accord? Donc là, ça va aller plutôt vite. Alors, vous voyez toutes les options qu'on a à notre disposition. Vous pouvez quoi? Alors, le collect method, il n'aime pas. Il n'est pas content. J'ai dû faire une erreur de syntaxe. Hmm. Ouais, c'est pas le collect, c'est le collection. Excusez-moi. Collection. Voilà. Moi, je suis un peu mieux. D'accord? Donc là, il commence l'énumération via le LDAP, ce qu'on appelle l'annuaire. Et on voit qu'il va venir nous récupérer toutes les propriétés, les arguments de ces différents objets. D'accord? C'est des choses extrêmement importantes. Je vous ai fait une précédente vidéo où je vous parlais de tout ça. Hein. Je vous ai dit le logon, le GPO, le local admin. Tout ça, c'est vraiment très important. Hein. C'est pour ça qu'il faut aller voir euh, le manuel en fait de Bloodhound pour comprendre en fait à quoi servent tout ça. Hein. Mais techniquement, ce sont des paramètres vitaux au sein de l'Active Directory qui vont nous permettre de récupérer de l'information. D'accord? Là, le programme, il nous dit, bon, bah écoute, je lance la recherche, l'énumération, je vais utiliser 50 mégabytes en mémoire, et pour l'instant, j'ai récupéré aucun objet. Ça va très vite, c'est une petite machine, il nous dit combien d'objets par seconde il arrive à traiter. Là, 2159 qui ont été traités en 45 secondes, 93 617 centièmes. D'accord? Ok, c'est cool. On a utilisé 80 mégabytes, ça s'est terminé en 47, en moins de 48 secondes. On a récupéré 2159 objets. Maintenant, à partir de ce fichier, ls ou dir, vous voyez qu'on récupère le bin qu'on avait tout à l'heure. Maintenant, vous compreniez mieux pourquoi ils nous le mettent dans le, comment dire, dans le répertoire par défaut. Et surtout, on a un Bloodhound zip que je vais exfiltrer. Alors, je pourrais monter un serveur SMB et tout ça. Je vous ai déjà montré comment utiliser Impacket. J'ai des vidéos entières où je vous montre comment
pousser, hein, des fichiers vers un serveur, comment exfiltrer les données. On aurait pu utiliser des techniques d'exfiltration de données comme quoi? Comme le DNS, par exemple, ou l'ICMP, d'accord? On peut faire de l'ICMP tunneling, on peut faire du DNS tunneling, d'accord? Je vous montrerai les techniques qu'on utilise pour pouvoir justement se fondre dans le bruit, comme on l'appelle, et pouvoir ensuite exfiltrer les informations vers notre Kali Linux, vers notre ParrotOS pour pouvoir récupérer ce qu'on veut du serveur. D'accord? Là, c'est hors de portée de la salle, encore une fois. On se casse pas la tête. D'accord? J'ai récupéré quoi? Le nécessaire. J'ai décompressé quoi? Le nécessaire. Dans quoi? Dans téléchargement. Tu vois que j'ai des fichiers JSON. Hein. Et JSON, c'est le petit frère du XML. Hein. On va faire très très simple. Ça me permet de structurer, hein, de la data et je vois qu'ils portent tous l'eurodatage, underscore, plus les objets qui nous intéressent. On a ordinateur, on a container, on a domaine, on a les GPO, les fameuses règles, les politiques de sécurité des groupes. Ok, on a les groupes, on a les OUS. Pourquoi S? Parce que c'est un pluriel. Et les OU, je vous ai dit, c'est les Organizational Units. D'accord? On a les utilisateurs et on a mon script OVPN qui n'a strictement rien à voir avec ce qu'on est en train de faire. Donc la syntaxe en OSCP, pareil, il faut la connaître. Soit ça va dans un sens, soit ça va dans l'autre. D'accord? Techniquement, là, je vais dans un sens. Qu'est-ce que je fais? Je vais utiliser le serveur SSH, la connexion SSH du serveur, pour me connecter en tant que Catherine Dickinson, comme je l'ai fait tout à l'heure. Sauf que on va, plutôt que se connecter en SSH, transférer via le protocole SSH. D'accord? C'est la seule différence majeure. THM jump point, ça, yacme.com. On va, deux points, la séparation. Ouais. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Je sais. Là, vous allez me dire, bah, t'es sous Windows. Ouais, t'es sous Windows, mais SCP à la base, c'est quoi? C'est issu de quoi? Du monde Linux. Donc, je sais, c'est super relou, mais ça sera la notation, quoi. La notation Linux. Du coup, c'est pas des anti-slash, comme je te disais tout à l'heure. Et tu vois, tout ça, si tu le sais pas, bah, tu vas galérer, en fait, comme un chien. Donc, pareil, hein, c'est avec le temps que ça viendra. Catherine, putain, mais comment ils écrivent Catherine? C'est vraiment des sauvages, ces gens. Non, on va pas faire de jeu de mots. Dickinson, Dickinson, yeah, for sure. THM, donc Dickinson, on va pas faire de jeu de mots. Donc document, et là je vais lui mettre tout. Ok, wildcard, joker, je veux tout récupérer. J'ai oublié le nom du fichier. Et point. Parce que je veux tout télécharger dans téléchargement, le répertoire où je suis. Ok. Bon, il essaye de tout copier parce qu'il fait du récursif. Hein, my music, my picture, my video. De toute façon, on n'a pas les droits. On a récupéré ce qui nous intéresse. C'est notre ami Bloodhound. Donc maintenant qu'on a l'archive, on va venir tout simplement l'importer. D'accord? Donc, pensez bien à modifier votre mot de passe dans la base Nego 4J, vous vous connectez, et ensuite on a la possibilité d'importer dans Bloodhound. On a quoi? On a plein de petites options. Upload status, settings, on va voir si on peut le passer. Non, on peut toujours pas le mettre en français, c'est que de l'anglais. Je vais passer en dark mode, parce que moi je préfère le dark mode. Import, upload data, ouais, ça peut être sympa. Et là, je vais aller dans le téléchargement et on prend le fichier zip, pas besoin de le décompresser, il le fait pour vous. Il est en train d'unzipper. D'accord? Donc vous le laissez finir. Là, vous voyez quoi? Que tout est bon, ou presque, 0%, je sais pas ce qu'il fait. Donc là, visiblement, vous voyez qu'il nous charge rien. C'est que doit y avoir encore une fois un petit souci. Ça, c'est les joies de l'informatique. Donc, qu'est-ce qu'on va se faire? Ben, on va les récupérer directement à partir du repo, ce que j'aurais dû faire au début, en fait. Visiblement, en tout cas, sous Parrot, on a le problème. Hein, si jamais vous le faites comme moi sous Parrot, bah, voilà la solution. On va aller récupérer Bloodhound. Oui, mais ce n'est pas un chien, c'est un rip.
Alors, c'est la beauté de la chose. 64 bits. On va prendre ça. Save. Du coup, bah, il va falloir faire un sudo apt remove blood and si maintenant je vais mettre dans Arsenal, on va aller dans Arsenal, sudo unzip blood. Alors, nice. Du coup, on peut supprimer l'archive. Donc, donc on peut supprimer l'archive. Zip, ouais, c'est des blood and, ok. Donc on a blood and qui est là. C'est alors je reprends. Et là, il ne devrait plus y avoir de problème avec. Voilà, donc le paquet Tarot, c'est de la merde. Donc encore une fois, n'installez pas le paquet, installez que Neo 4J, hein. Au début de la vidéo, je vous ai dit, on a installé deux paquets, on a installé Bloodhound, qui nous a installé Neo 4J, installez que Neo 4J, oubliez Bloodhound et récupérez-le du repo. On voit qu'on n'a plus du tout de message d'erreur. Et à partir de là, qu'est-ce qui s'est passé? On récupère bien tout ça. D'accord? Donc là, on va récupérer nos éléments. J'en ai pas beaucoup. Je trouve ça assez bizarre même. Je vais essayer d'en ajouter d'autres. Je vais importer celui-ci, voir la différence. Écoutez, c'est le cas de le dire. Je vais faire un warm-up. Non. Donc on va essayer de relancer Neo 4J. C'est peut-être un problème. Je sais pas trop. C'est en train de me saouler un peu. On va aller faire un sandbox. Et donc là, c'est en rouge, c'est normal parce que la base de données n'est pas initialisée. D'accord, on va prendre le mode console, ça sera plus simple. On a un retour, all already running. D'accord. Ouais. Donc c'était le back-end qui foutait la merde, hein. Vous voyez, des fois, il faut apprendre un peu comment ça fonctionne. Donc là, ça y est, on a notre nœud, on a beaucoup plus d'événements, de relations, hein. Donc là, ça y est, je comprenais pas. Vous voyez que là, on commence à être bien. Donc je vais aller sur le node info et qu'est-ce qu'il nous faut? Bah, il faut qu'on trouve qui suis-je? Administrateur, ça? Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tinus Green, hein? Ça me paraît un peu plus logique. Et importer, c'est un peu mieux. Je vais rafraîchir. Donc vous voyez là, on est sur quoi? On est sur Tinus Green. Ok. Plus je clique, plus je peux zoomer sur lui et on a plein de sections différentes. Alors, on a l'overview qu'on appelle la vue d'ensemble.
D'accord? Toutes ces informations, vous allez voir qu'au début, vous avez une quantité importante d'informations qui est retournée lors de l'utilisation de Bloodhound. Nous, la vue d'ensemble, ça fournit les informations récapitulatives telles que le nombre de sessions actives du compte et s'il peut atteindre des objectifs de grande valeur. Ce qu'on appelle des HTV, je vous l'ai dit, c'est le jargon militaire, ce qu'on appelle des High Value Target. hein. Donc, propriété de nœud, c'est ici. Vous avez tout ça. Donc, c'est grosso modo les informations qui concernent le compte Active Directory, le nom complet et les différents titres qui sont rattachés. Ensuite, on a des propriétés supplémentaires. Ça fournit les informations à des plus détaillées telles que le nom unique et la date de création, les seeds, très très important. Quand est-ce que ça a été créé? D'accord? Vous avez tout qui est là. D'accord? Ensuite, on a l'appartenance du groupe, le group membership. Là, on va afficher sur toutes les informations sur les groupes, dont lequel il est membre. Donc là, on voit les relations de premier degré, hein, tout ce qui est étranger au groupe et les enroll. D'accord? Ensuite, on a les droits d'administrateur local, ce qu'on appelle le local admin rights, que vous avez là. Et on va pouvoir développer un peu. Hop, vous voyez que là, il y a un petit play. On peut lui demander de calculer tout ça. Là, il nous en a calculé 4 par rapport à tout ce qu'il a en base de données. Et grosso modo, le local admin right, c'est les informations sur les autres joints à un domaine où le compte dispense de privilèges administrateurs. Les droits d'exécution qui sont là, execution right, fournit les informations sur des privilèges spéciaux tels que la possibilité de RDP dans une machine. Donc si on peut faire du Remote Desktop Protocol, est-ce qu'on peut s'en servir pour rebondir? D'accord? On a les droits de contrôle sortants, les outbound et les inbound, entrants. Donc sortant affiche les informations sur les objets AD pour lesquels ce compte dispose d'autorisation pour modifier leurs attributs. Je peux faire le calcul, 2151. D'accord? Et les droits de contrôle entrant fournit les informations sur les objets AD qui peuvent modifier les attributs de ce compte. Je peux lui demander de calculer, et là, il nous en trouve 6. D'accord? Donc encore une fois, si vous voulez plus d'informations dans chacune des catégories, vous appuyez sur eh ben, ce que vous voulez, et en fonction de ça, vous allez voir que ça s'adapte. D'accord? Donc c'est ça le plutôt cool, c'est totalement interactif grâce à notre 4J. D'accord? C'est lui qui fait le taf et tu peux te balader. Tu peux chercher, tu cliques là-dessus, tu vois qu'en temps réel, il va te trouver et il va te mapper. D'accord? Les différents neufs. Là, il y en avait, bon, on en cherchait beaucoup, mais peut-être pas 2000. Donc voilà, ça va être chronophage, il faut un très bon PC. Quand vous allez travailler sur des cibles réelles, eh ben ouais, ça va prendre du temps. La base de données à va ramer. Si vous avez un petit PC, il faut beaucoup de RAM, il faut un très bon processeur. Euh, voilà, c'est pour ça. Et là, on travaille sur un petit dataset. C'est un set de données qui est pas très très puissant. Mais déjà, vous voyez comment la VM est dans les choux, puisque elle va être en train de calculer toutes les relations et ça va piquer. Donc si on revient sur notre vue de base, après on a l'analyse. Et dans l'analyse, on peut lui demander pas mal de choses. D'accord? C'est toutes les requêtes que les créateurs de Bloodhound ont écrites, et ça permet d'énumérer des informations utiles en fait. C'est ça qui va vous permettre de récupérer beaucoup d'informations. Informations sur le domaine, des droits qui sont dangereux pour la cible, pas pour nous, puisqu'ils vont nous permettre d'escalader nos privilèges et de lancer notre cyberattaque. Les interactions avec Kerberos et le principe de shortcut pass. Ok? Quel est le chemin le plus court? Pourquoi? Pour devenir admin du contrôleur de domaine et devenir le dieu dans la machine. D'accord? Et vous pouvez également faire vos requêtes personnalisées. Vous voyez qu'avec contrôle gauche, je peux modifier les labels, le threshold. Chaque fois que j'appuie sur contrôle, ça modifie en fait la vision que vous pouvez avoir. Ça vous cache des informations ou ça vous les met. Ça, c'est avec contrôle. C'est un raccourci à connaître, d'accord? Ça permet de modifier les étiquettes, ce qu'on appelle des étiquettes, d'accord?
Donc là, on a notre Tidus Green. On voit qu'on a notre tier 0 qu'on avait vu dans les précédentes vidéos. On a le groupe contrôleur de domaine, enfin, contrôleur de domaine, admin du contrôleur de domaine, j'arrive plus à parler. Et là, on a un autre administrateur. D'accord? Donc le but, c'est de bien comprendre en fait comment ça fonctionne. Grosso modo, ça, c'est ce qu'on appelle des arêtes. D'accord? Ça, c'est des arêtes. Vous voyez que quand je les passe, elles passent en verte. D'accord? Plus le nombre d'arêtes est quoi? Est grand, plus le chemin va être long. Pourquoi? Pour faire mon escalade de privilège. D'accord? Donc ça, on appelle ça des edges. Hein, edges, en anglais, c'est l'arête. Hein, on pourrait dire le bord, le fil. Hein, ça a plusieurs sens, les edges. Mais on va les traduire par arête. Hein, puisque généralement, vous allez voir, ça forme des triangles. Donc, on a nos arêtes et on a également les nœuds, hein, des nodes. Donc chaque nœud est relié, euh, les différents nœuds sont reliés entre eux par ces fameuses arêtes. Hein. Et là, il vous le dit, tu vois, l'arête, elle te dit, là, il est membre de. D'accord, ok, je comprends mieux. Donc, Zatrackme, l'administrateur, il est membre du groupe Domain Admins. Hein. Dès que tu vois quoi, tu vois un petit quoi, diamant, ça veut dire que c'est grosso modo des high value target. Hein, c'est des cibles de haute valeur. Pourquoi? Bah parce que c'est le groupe du contrôleur de domaine. C'est ce que toi tu vises, d'accord? Donc ça te permet de te repérer tout de suite et de te dire bah c'est eux que je dois attaquer, d'accord? Ensuite, t'as quoi la différence? T'as des nœuds, ce sont des utilisateurs, tu les vois ici en vert, et tu as des groupes. Les groupes, tu as vu, il y a plusieurs têtes et c'est en jaune. D'accord? Donc tout ça, il faudra bien le comprendre. Hein, et tu verras, il y a plein de petits pictogrammes. Au début, tu vas pas être trop familier avec. Et puis avec le temps, plus tu vas pratiquer, c'est comme tout, plus bah, tu vas bien comprendre tout ça. Donc si on revient sur un des comptes utilisateurs de la D qui s'appelle Tinus Green. Hein, on l'avait vu au début des précédentes vidéos. D'accord? Théo Tinus Green. Ok. Donc c'est un membre de quoi? Du groupe Tier 0 Admins. Comment je le sais? Bah écoute, je relis, je regarde l'arête. L'arête, elle me dit quoi? Membre 2. Membre de quoi? Bah tu as bien compris, ça pointe vers Tier 0 Admins. D'accord? Donc tout de suite, tu peux corréler les informations. Je sais que Tinus Green, c'est un des membres du groupe Tier 0 Admin. Mais ce groupe, c'est un groupe imbriqué. Il est imbriqué dans quoi? Eh ben, il est imbriqué lui aussi dans le domaine admins. Pourquoi? Tinus Green fait partie du tier 0 admin et ce groupe est également membre de les domaines admin, des administrateurs du domaine. D'accord? Donc vous voyez l'imbrication, c'est comme des poupées russes. D'accord? On a la plus petite poupée, là, on voit dans notre exemple Tinus Green, qui fait partie d'une plus grosse poupée qui rentre à l'intérieur, c'est le tier 0 admin, et lui-même s'imbrique dans le domaine admin. D'accord? Donc c'est, encore une fois, différents groupes de l'Active Directory. D'accord? Et on a également un compte supplémentaire. D'accord? Tout en bas, on a quoi? On a l'administrateur qui, lui, fait partie du groupe domaine admin. D'accord? Par conséquent, il y a deux comptes au niveau de notre surface d'attaque qu'on peut probablement tenter de compromettre si on veut obtenir les droits au sein de l'Active Directory. Étant donné que le compte administrateur est un compte intégré, on va se concentrer probablement sur le compte utilisateur à la place, hein, puisque c'est c'est assez dur d'utiliser les built-in. Hein. Les built-in, typiquement, vous allez récupérer les droits quand vous faites des exploits. Hein, des exploits via des failles OD ou des exploits type de kernel. Ok, vous allez pouvoir récupérer la main sur des comptes machines, sur des built-in, hein, sur des daemons, etc., etc. Mais lui, c'est le built-in. Donc, à partir de là, built-in account, d'accord? Donc, il y a beaucoup de ressources hein, que je vous mettrai à aller chercher. Mais, comment sécuriser les groupes d'administration, les comptes d'Active Directory, qu'est-ce que sont les comptes machines, les comptes de service, hein, les comptes utilisateurs, les built-in, tout ça, tout ça, tout ça. D'accord? Les conteneurs d'utilisateurs, l'objet admin SD holder. Ah, tiens, on en parlait, je crois, tout à l'heure. D'accord?
Donc, tu as bien compris que les bulletins, ils sont quoi? Ils sont rattachés au service. D'accord? Et bah voilà, un compte de service, c'est pas top hein, pour faire une priveste. D'accord? Donc, je te mettrai tout ça, mais tu vois que tu as des compteurs hein, built-in, tu as les administrateurs, conteneurs built-in. OK? Ce groupe effectue un contrôle intégral sur les contrôleurs du domaine et sur le contenu des répertoires dans ce domaine. Il peut modifier l'appartenance des groupes d'administration dans le domaine. Il correspond au groupe d'administration des services le plus puissant. Là, en l'occurrence, le domaine admin. D'accord? Mais c'est un compte de service. Et les comptes de service, c'est coton. Donc, il nous reste quoi? Vous l'avez compris. Il nous reste notre ami Tidus. D'accord? On va se focaliser sur Tidus. Donc, je vous ai parlé des objets. Hein, chaque objet AD est un nœud dans Bloodhound. Chacun aura un icône différent, un pictogramme, d'accord, qui représente le type d'objet dont il s'agit. Si vous voulez vous former à une voie d'attaque, comme on l'appelle, hein, un pass, attaque pass, on devra examiner les avantages disponibles entre la position actuelle et les privilèges que nous avons et nous voulons avoir. D'accord? Bloodhound, il a différents Edge hein, que vous pouvez filtrer en utilisant l'icône de filtre, tout simplement. Voilà. Et là, vous voyez que vous avez le Edge Filtering. Hein. Donc, filtre d'arrêt. Les containers, les spéciaux, les containers, les ACL, les defaults, etc. etc. D'accord? Donc, encore une fois, vous pouvez par granularité modifier. Hein. Pensez qu'ils sont également constamment mis à jour avec les nouveaux vecteurs d'attaque qui sont découverts. D'accord? Donc si on envisage d'exploiter ces différents edges hein, dans un futur réseau, on pourra examiner le chemin le plus basique en utilisant uniquement la valeur par défaut et quelques filtres, d'accord, spéciaux qui sont dédiés à nos arêtes, à nos edges, d'accord? On peut également lancer une recherche dans Bloodhound pour trouver et énumérer le chemin d'attaque, d'accord? Dans ce cas-là, on va appuyer sur l'icône de chemin pour permettre la recherche de chemin. Alors, comment je fais ça? Je repars là-dedans? Non, là-dessus. D'accord? Là-dessus, qu'est-ce que je vais lui dire? Notre nœud de départ, ça sera le nom d'utilisateur AD. Et notre nœud de fin, ça sera l'admin de niveau 1. Hein, puisque ce groupe dispose des privilèges d'administrateur sur le serveur. Alors, comment je fais ça? Bah, je vais taper, je sais pas, qu'est-ce qu'il a en base de données? Alors, on va retrouver Catherine. On va chercher Catherine. Que vous compreniez la logique. D'accord? Puisque bah, là, on est connecté en tant que Catherine. Voilà. Catherine Nickinson. Elle est où? Elle est là. Ça, c'est nous. D'accord? Donc maintenant, ça c'est cool. On a notre nœud. Il est là. Maintenant, il faut qu'on trouve autre chose. Hein. Il va falloir quoi? Il va falloir qu'on ajoute et qu'on rebondisse de notre compte de Catherine jusqu'au tier 1 admins, par exemple. D'accord? Alors, là, il me dit le target node. Hein, il faut que je lui précise quoi? D'où je pars et où je vais. D'accord? Donc nous, on veut quoi? On veut taper le tier 1. Hein. Tier 1, tier 2. Pour l'instant, on va se focaliser sur le tier 1. Que vous compreniez la logique. D'accord? Voilà. Donc là, il nous calcule le pass. D'accord? Donc qu'est-ce qui se passe? Là, voilà. Pour arriver jusqu'au tier 1, qu'est-ce qu'il faut? Je suis membre du domaine user. Je peux quoi? RDP, utiliser le protocole bureau à distance vers THM Jump A. D'accord? À partir de là, quoi? J'ai une session vers Henry Miller. D'accord? Il y a apparemment deux passes même pour l'atteindre. Il faudrait regarder en détail en quoi ça consiste. Et à partir de là, Henry Miller, lui, il est quoi? Bah, il est membre du Tier 1 Admins. D'accord? Donc, je sais exactement en combien de sauts, de pivots, de relais, d'accord? Je vais pouvoir lancer ma cyberattaque. D'accord? Et j'irai pas me balader de machine en machine parce que je vais créer du bruit. D'accord? Donc là, on voit qu'on a un chemin d'attaque qui est disponible. Des fois, Bloodhound va vous dire, bah non, aucun résultat. Hein. Mais là, on a de la chance. On a, avec les filtres de bord qu'on a sélectionnés, on a notre voie d'attaque. Donc c'est là la faiblesse, c'est que n'importe qui
comme notre compte, à quoi? À les droits, comme il fait partie du domaine user, de RDP dans cette machine, qui est notre serveur de rebond, qui a un poste de travail, et à partir de là, on a la possibilité de lancer l'attaque, d'accord? RDP via cet hôte, on va utiliser nos informations d'identification AD pour se connecter à Jump 1. On va rechercher un vecteur d'escalade de privilège sur l'hôte qui va nous fournir un accès admin. On va utiliser l'accès administrateur pour utiliser des techniques et des outils de collecte d'informations, comme Mimikatz, d'accord? Et 4, étant donné que on a le tier 1 admin, d'accord, qui a une section active sur quoi? Eh ben, sur le RDP, hein, sur le bureau à distance, le THM Jump 1, notre collecte d'informations d'identification va nous fournir le hachage du compte associé, d'accord? Comme tout est relié, eh ben, ça va être du tout bénef, d'accord? Donc tu vois qu'à partir de ta cible, tu vois la cible, hein, je zoome que tu comprennes bien, ça c'est notre cible, c'est notre target. Du coup, là, ok, c'est juste membre. Par contre, quand je mets ça, j'ai le chemin inverse en bleu, c'est-à-dire que tu fais les choses à l'envers, d'accord? Et quand je vais sur un des nœuds intermédiaires, j'ai le chemin inverse toujours en bleu et j'ai le chemin, mon pass d'attaque en rouge, d'accord? Donc en bleu, ça sera tout le chemin pour revenir vers Catherine. Et Catherine, si elle doit attaquer parce que c'est Toto le hacker, ça sera en rouge son chemin. D'accord? Donc vous voyez la puissance de l'outil, le temps que ça va vous faire gagner. Vraiment. D'accord? Parce qu'il y a des chemins plus ou moins courts. Il y a des chemins qui vont marcher, qui vont pas marcher. Et s'il y a deux chemins pour atteindre, eh ben, Henry Miller, il te le dit. Hein? Là, on a quoi? On a un As Session, et celui-là marche pas. On a le As Session aussi qui est là. D'accord? Donc, on va pouvoir étudier tous les chemins qui nous mèneront à notre cible. Donc là, encore une fois, c'est un exemple très simple. D'accord? Les trajectoires d'attaque, elles peuvent être relativement complexes dans des circonstances normales, quand vous allez pentest en entreprise. Et il faudra plusieurs actions pour pouvoir atteindre l'objectif final. Hein, si vous êtes intéressé par les exploits associés à chaque bord, à chaque edge, il y a la documentation Bloodhound, hein, qui vous fournit un excellent guide. Vous devez passer des heures sur la documentation Bloodhound pour parfaitement maîtriser l'outil. D'accord? C'est un des meilleurs outils au monde pour faire du pentest en Active Directory, hein, et je mâche pas mes mots. D'accord? Analyser, mapper la surface d'attaque grâce à Bloodhound, grâce à Sharphound. D'accord? Et ça vaut toujours la peine de jouer avec et d'apprendre différentes fonctionnalités. D'accord? Et qu'est-ce que je vous répète tout le temps? Votre phase de reconnaissance et d'énumération sera critique lors d'une cyberattaque. Hein? C'est elle quoi? Qui vous permettra soit de réussir, soit bah, de vous casser les dents et d'avoir un échec cuisant. D'accord? Donc on va parler un petit peu des données de session uniquement, hein, la structure en soi de l'Active Directory ne change pas souvent, pas très souvent, en tout cas dans les grandes organisations. Donc il peut y avoir quelques nouveaux employés, hein, mais la structure globale des unités d'organisation, les OU, des groupes, des utilisateurs et des autorisations restera strictement la même. Donc si une seule change, hein, donc cependant la seule chose qui change constamment est les sessions actives et les événements de connexion, hein. Étant donné que Sharpbound crée un instantané avec la structure AD, à un instant T, eh ben, les données de session active ne sont pas toujours exactes. Ça, il faut bien le comprendre, d'accord? Donc, parce qu'on le fait en offline, d'accord? On n'est plus connecté à l'Active Directory de l'entreprise. Certains utilisateurs peuvent avoir déjà été déconnectés de leur session et de nouveaux utilisateurs peuvent avoir établi de nouvelles sessions, d'accord? Donc, quand il te dit qu'il a deux sessions vers T. Henry Miller, eh ben, vérifie bien, d'accord, que tu puisses le faire. D'accord? Donc, encore une fois, on mettra en exergue l'attaque. Là, c'est la vidéo et je terminerai par ça sur l'énumération. D'accord? Donc, on va pas attaquer. C'était pour vous présenter l'outil et que vous en ayez au moins les bases pour commencer à creuser par vous-même.
D'accord? Donc tout ça, prenez bien conscience que c'est pas du temps réel. Donc évaluez en fonction de ce que vous savez, mais dites-vous toujours que les informations, plus vous allez laisser passer du temps, et moins elles seront pertinentes pour votre cyberattaque. D'accord? Donc le but, c'est d'exécuter Sharphound à intervalles réguliers pour mapper, hein, je vous dis tout le temps, la temporalité, la fameuse frise chronologique, et ça va vous permettre d'avoir des tranches de vie, des instantanés de l'Active Directory, et c'est une bonne approche de faire un collect all au début de votre évaluation de pentest. Vous allez exécuter Sharphound au moins 2 fois par jour en utilisant la méthode de collecte session qui va se focaliser uniquement sur les sessions actives qui viendront enrichir celles qui ne sont pas présentes. Et comme vous allez créer moins de bruit, hein, vous allez faire des exécutions beaucoup plus rapides et bah, vous serez beaucoup moins flag, hein, entre guillemets. D'accord? Donc le meilleur moment pour exécuter les sessions, c'est vers 10 heures, lorsque tous les utilisateurs prennent leur premier café, et c'est pareil dans toutes les entreprises, et commencent à travailler à nouveau vers 14 heures, et quand ils rentrent de leur pause déjeuner, hein, mais avant de rentrer chez eux. Donc pensez toujours ça. Je vous ai dit, si vous voulez faire de la reconnaissance, vous le ferez pendant les heures de travail. D'accord? Peut-être la cyberattaque, vous la lancerez la nuit quand il n'y a personne dans la boîte, mais vous essayerez tout le temps de vous fondre. Et si vous devez faire ce travail de fingerprinting, il faut que les salariés soient dans l'entreprise. Il faut que les salariés soient pas en train de bouffer. Il faut qu'ils soient sur leurs ordinateurs, qu'ils soient connectés. Et nous, qu'on mappe notre surface d'attaque. D'accord? Donc vous pouvez également effacer les données de sessions stagnantes entre guillemets dans Bloodhound, hein, avec l'onglet information sur la base de données en cliquant effacer les informations de session avant d'importer les données de ces nouvelles exécutions Sharp. D'accord? Hein? Clear session information, refresh database, etc., etc. Switch, hein, vous avez toujours la possibilité de le faire. D'accord? Donc voilà, hein. Donc les bénéfices, toujours, je vous ai dit pros, cons, hein. Alors les pros, PROS, c'est les bénéfices, c'est le pour. Je vous ai dit cons, cons, c'est comme drawback. Je me suis embrouillé la dernière fois dans mon anglais. Donc les benefits, ce qu'on appelle les pros, hein, bah, c'est que vous avez une GUI. Et là, pour une fois, c'est vrai qu'avoir une interface graphique pour énumérer l'Active Directory, ça vous donnera une vision objective de votre surface d'attaque. Et ça, en ligne de commande, on ne peut pas l'avoir. Euh, la possibilité de vous montrer le chemin d'attaque, hein, et énumérer l'ensemble des informations en base de données de l'Active Directory avec cet aspect visuel qui est beaucoup plus parlant, et ça vous donnera une vision, une compréhension profonde des différents objets qui composent votre surface d'attaque et récupérer tout ça via des requêtes, faire vos propres requêtes, personnaliser vos requêtes, mieux comprendre comment préparer votre cyberattaque. D'accord? Euh, et voilà, les drawbacks, donc les inconvénients, c'est l'exécution de Sharp, je vous disais, est très bruyante et souvent détectée par les antivirus et les EDR. Donc, bah, il faudra plancher également sur des techniques pour pouvoir faire ça de façon plus furtive. Donc, un petit exercice vite fait, hein, pour comprendre. Je veux rechercher, je sais pas, à part le compte KRBTGT, combien il y a d'autres comptes qui sont Kerberos Stable, hein? Find Kerberos Stable, list, all Kerberos Stable, bah, je vais faire ça. D'accord? Et là, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, bah, écoute, t'en as un, 2, 3, 4, 5. Tu vois comment c'est efficace? Sauf que je t'ai dit quoi? À part le compte KRBTGT, bah, il y en a plus que 4. Tu récupères l'info. Combien il y a de machines qui est membre, hein, du Tier 1 admin et qui a les groupes administratifs? Comment je peux faire ça? Bah pareil, hein, je peux chercher l'information, aller directement sur le Tier 1 admins. Comment je fais? Je vais aller là-dessus. Hop, là c'est mon pass. Je vais effacer tout ça. On va clear. Je vais repartir propre. Donc là, je peux quoi? Pass finding. J'en ai pas besoin. Vous voyez que ça me permet de calculer mon chemin d'attaque. Quand j'en ai pas besoin, je vais juste là-dessus. Ok, je suis bien là-dessus, ça me rassure quelque peu. Qu'est-ce que je peux lui dire? Analyser.
Analyser, on va quoi? Énumérer l'information. Je veux connaître le nombre de machines. J'ai deux machines. D'accord? First degree, local admin. Bah ouais. Ok. Combien il y a de machines qui sont membres du Tier 1 admins? Bah elles sont groupe. Quoi? Elles sont en groupe administrateur local. Il y en a deux. D'accord? Et je le vois. Il y a quoi? Il y a le serveur I2S, le serveur web, et il y a THMDTZA. D'accord? C'était quoi? C'était bah, les machines qu'on avait en préambule en fait, hein, pour faire le taf. Distributeur, I2S, THMDC, THMZA. C'est celle-ci et celle-ci. D'accord? La 202 et la 201. Donc vous voyez comment on commence à mapper. Donc là, ça devient intéressant. Et une dernière petite question pour que je pense que vous avez pigé. Après, il faudra faire plus d'exercices, on en refera, ne vous inquiétez pas. Si on passe au tier 2 et qu'on me demande combien il y a de membres du groupe. Ok, je suis sur le tier 2. Combien il y a de membres? Groupe direct, il y en a 17. D'accord? Je les vois là, je peux dézoomer. D'accord? Je peux faire mon petit contrôle. Rappelez-vous, hein. Avec contrôle, je peux. Vous voyez, à chaque fois, il y a un réglage différent. Donc là, je vois que j'en ai un, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chemins. Et ça, c'est le tir 1. Moi, je veux le tir 2. Je sais pas pourquoi il est resté là-dessus. Ok, tir 2. Voilà, on a la réponse. D'accord? On clique, groupe member. On nous demande quoi? 15 membres directs. D'accord? J'ai mes 15 membres directs du tir 2 et j'ai l'information. Vous voyez? Donc, vous voyez, j'espère que vous comprenez la puissance de l'outil. Voilà. Donc, bah, j'espère que vous avez kiffé. Il y a encore d'autres techniques hein, qu'on verra. On peut pas tout faire d'un coup. Il y aurait beaucoup à dire. Donc, je ferai d'autres vidéos hein, qui sont en dehors du cours, d'autres cadres. On va parler quand même de d'autres techniques, les survoler. Hein. L'énumération AD, c'est vraiment une tâche énorme. Hein. C'est la partie la plus chronophage, je vous le répète tout le temps. Et faire une énumération AD appropriée, c'est vraiment nécessaire pour mieux comprendre la structure du domaine et déterminer les chemins d'attaque qui peuvent être exploités. D'accord? Pour faire votre escalade de privilèges ou votre déplacement pivot latéral. D'accord? Mouvement latéral. Donc, on a d'autres techniques d'énumération. La liste n'est jamais exhaustive, vous le savez, mais vous avez de l'énumération LDAP, d'accord? Grosso modo, toute paire d'informations d'identification Active Directory valide peut être liée à l'interface LDAP d'un contrôleur de domaine. C'est ce qu'on appelle un annuaire. Et ça va permettre d'écrire des requêtes de recherche LDAP pour énumérer les informations concernant les objets AD dans le domaine, puisque qu'est-ce que fait bah, un répertoire LDAP? Hein, bah, il permet de stocker tout ça. D'accord? Donc ça va être très utile pour nous. Ensuite, on a PowerView, hein, qui maintenant s'appelle PowerSploit. C'est des scripts qui vont être extrêmement utiles pour faire de l'énumération semi-manuelle des objets Active Directory, hein, en un clin d'œil. On a le WMI, hein, qui peut être utilisé pour énumérer les informations des autres Windows. On a le Root Directory LDAP, qui peut être utilisé pour interagir avec l'Active Directory. D'accord? Donc, on fera d'autres exercices. Je vous montrerai un peu comment utiliser WMI, PowerSploit. J'ai déjà fait des vidéos, mais on va revoir encore et encore et encore et encore jusqu'à que vous soyez à l'aise. Et moi aussi. D'accord? Donc, il convient également de noter que cette salle ne s'est pas concentrée sur l'énumération de la structure du domaine de l'Active Directory dans son intégralité, mais s'est concentrée uniquement sur l'identification des erreurs de configuration et des faiblesses, hein. Vous aurez une charge de travail beaucoup plus accrue lors d'un vrai pentest, d'accord? L'énumération axée sur l'identification des faiblesses telles que des parties non sécurisées ou des problèmes au niveau de rupture typique au niveau du modèle de hiérarchisation sera discuté dans différentes vidéos par la suite. D'accord? On va passer, il y a encore, je sais pas, une vingtaine de vidéos avec les CDF là que je suis en train de vous faire. C'est les Lab Try Hack Me qui sont payants ou gratuits si jamais vous arrivez à enchaîner pendant 7 jours. Je vous le disais, des bonnes réponses. Donc l'énumération AD, on va finir là, est incroyablement difficile aussi à défendre hein, en termes de blue teaming. Bon nombre de ces techniques imitent le trafic et
des comportements réguliers en fait sur le réseau, ce qui rend difficile la distinction entre le trafic malveillant et le trafic normal. Mais il y a deux, trois choses qu'il faut bien retenir pour les équipes de blue teaming, bleu, pour essayer de détecter les comportements potentiellement malveillants. On a des puissantes techniques d'énumération AD telles que Sharpin, hein, qui vont générer une grande quantité importante, je vous le disais, d'événements de connexion lors de l'énumération, de la numérisation des informations de session. Étant donné qu'il est exécuté à partir d'un seul compte AD, ces événements de connexion seront associés à ce compte unique. Donc on peut écrire des règles de détection pour détecter ce type de comportement s'il se produit à partir d'un compte utilisateur. D'accord? On va faire du Yara, on va faire du Sigma. On peut écrire des règles, ou d'autres, hein, il y a pas que ça. On peut écrire des règles de détection de signature pour les outils qui doivent être installés pour des techniques d'énumération AD spécifiques, telles que bah, les binaires Sharpand et tout ce qui est outils AD RSAT, d'accord? Et à moins qu'ils ne soient utilisés par les employés de l'organisation, on peut toujours surveiller l'utilisation de l'invité de commande et de PowerShell dans notre organisation pour détecter les tentatives d'énumération potentielles qui proviennent de sources non autorisées. D'accord? De l'autre côté, l'équipe bleue elle-même peut également utiliser régulièrement ces techniques d'énumération pour identifier les lacunes. Pensez que Bloodhound, vous pouvez le militariser pour faire du rouge, mais vous, les bleus, servez-vous-en pour mapper votre réseau. Identifiez les erreurs, les lacunes, hein, les problèmes de configuration au niveau de la structure du domaine de votre Active Directory. D'accord? On peut parfois résoudre des erreurs de configuration. Même si un attaquant énumère notre AD, il ne sera pas en mesure de trouver des erreurs de configuration qui peuvent être exploitées pour l'escalade de privilèges ou le mouvement, le pivotement latéral. D'accord? Donc maintenant qu'on a appris à énumérer l'Active Directory, naturellement la prochaine étape, ça sera de voir les techniques d'escalade de privilèges et de déplacement latéral à travers le domaine pour se mettre dans une position appropriée pour organiser nos attaques. Ça sera le cœur du métier de pentester, de red teamer. Moi, je m'arrête là. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.